La première question qui m'est venue, en fait, c'est, je voulais savoir, en fait, avec les ailes du phaéton, en fait, tu as évolué un peu dans un récit fantastique, d'Heroic Fantasy, si ma mémoire est bonne, et je voulais savoir pourquoi, en fait, tu es passé au récit fantastique. Ah, Pardon, historique, pardon, historique. historique, ouais, du récit fantastique à historique, ben, c'est tout simple, il y a plusieurs raisons, d'une part parce que j'ai quitté les éditions Soleil, et que chez Soleil à l'époque, c'était leur fonds de commerce, et c'est ce qu'ils demandaient en fait, ils demandaient des récits d'Heroic Fantasy, pas très, on va dire, c'était pas très épais en termes de densité de récits, tout ça. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que moi l'Heroic Fantasy c'était pas ma tasse de thé, et au bout de quelques albums j'ai commencé à tourner un peu en rond quoi. Donc j'en avais fait part à l'éditeur de chez Soleil à l'époque en me disant moi j'aimerais bien, je préférerais raconter des histoires un peu plus on va dire, ancrées dans la réalité, dans le réel et dans le contemporain ou dans le pseudo-contemporain, quasi contemporain. Puis j'avais commencé à faire des polars chez eux, mais bon, comme c'était pas leur fonds de commerce, forcément c'était des bouquins qui se vendaient pas forcément très bien. Et puis un jour, j'étais tombé sur un bouquin de la collection Soleil Celtique, alors que je travaillais déjà avec Jean-Luc Quistin sur un autre album. Et c'était un bouquin qui s'appelait Le sang de la sirène, et qui était une adaptation de plusieurs nouvelles d'Anatole Lebras. Et donc j'avais été voir Jean-Luc Quistin et je lui avais dit écoute, moi j'aimerais bien, c'est le genre de truc qui me plaît quoi. Ça se passait en Bretagne, il y avait les bateaux, il y avait les ambiances, il y avait la mer, il y avait les rochers, il y avait tout ça, et puis il y avait le côté voilà, moi je trouvais que la Bretagne, il y a un côté graphique qui est quand même fort à retranscrire. Et donc j'avais dit voilà, ça m'intéresserait, si t'en as d'autres, je veux bien que que tu me les fasses lire et ben, qu'éventuellement je puisse les travailler dessus quoi. Et donc il m'avait dit oui, et il m'avait collé un scénariste qui était François Desbois à l'époque, donc qui est le scénariste de Chasseurs d'écume. Et on avait fait cet album, donc enfin un album, pas sept, ce album. Et pendant qu'on travaillait ensemble, du coup c'était un album qui se passait au large de Perros-Guirec. Donc pareil quoi, il y avait la mer, la Bretagne, tous ces trucs-là. Et pendant qu'on travaillait ensemble, comme il voyait qu'on travaillait plutôt bien tous les deux, il m'a dit écoute, moi aux éditions Glénat, 2 secondes, hein, je te récupère, j'ai ma femme Ok, qui m'appelle. 2 secondes. d'accord. Ouais, donc il me dit moi chez Glénat j'ai un scénario là qui est validé, un projet qui est validé, pour lequel on n'a pas de dessinateur. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur ce projet. Et je dis a priori pourquoi pas, il faut que je lise si je vois si ça m'intéresse et tout ça quoi. Et du coup il m'a fait lire, il m'a envoyé le pitch et effectivement ça m'avait bien plu. C'était en fait le pitch des chasseurs d'écume. Donc du coup j'en ai profité pour en même temps pour me lancer sur un récit qui me correspondait plus parce que c'était voilà, c'était un truc sur du plus long terme avec une saga, avec des personnages qui vieillissaient, tout ça. Et ensuite, ça me permettait aussi de changer d'éditeur parce que je commençais à tourner en rond et puis ça me convenait plus, la façon de travailler, le catalogue de Soleil ne me convenait plus. Donc j'ai sauté sur l'occasion et puis en fait je regrette. Voilà pas pourquoi. D'accord, ok. Donc, justement, j'avais lu en fait un article dans le Télégramme, le journal local en fait au niveau de la région brestoise. Vous aviez une petite interview où, en fait vous parliez un peu de l'importance du travail documentaire, de la recherche documentaire pour justement pour chasseurs d'écume, qui était assez importante aussi bien pour l'architecture, l'iconographie, et aussi l'aspect social. Je voulais savoir comment vous avez procédé en fait, parce que il y a un travail important. Avant que vous disiez qu'avant de vous mettre vraiment à la table à dessin, vous avez fait un travail important quoi, de recherche. Déjà parce que bon, la première raison, c'était
simplement parce que moi je suis à l'opposé, hein, j'habite dans le Var, donc la Bretagne, c'est pas, j'y vais pas forcément tous les jours. Je connaissais un peu comme ça parce que j'avais fait deux trois salons et parce que j'avais été comme ça. Mais après Douarnenez, je savais même pas où ça se trouvait sur une carte. Donc il a fallu que j'aille sur place effectivement avant. Donc je suis resté 2, 3 jours à Douarnenez, j'ai tourné un peu, j'ai pris des photos, je me suis imprégné un peu des lieux où l'action allait se dérouler. J'ai été voir l'office du tourisme, j'ai été voir le chasse-marée, j'ai été voir des gens, j'étais à la médiathèque. Voilà, je me suis pas mal documenté pour que au moment d'attaquer, j'ai tous les outils en main pour voilà, pour pas pourrir. J'avais pris le maximum d'informations pour que, parce que justement, comme je pouvais pas revenir en Bretagne comme ça d'un coup d'avion si j'avais oublié un truc. Donc j'avais pris le maximum d'informations pour que justement quand de retour chez moi, je puisse m'attaquer au récit proprement dit, tout en me servant du support documentaire qui étaient des photos, des bouquins, des cartes postales, voilà. Par exemple, je me rappelle qu'au Chasse-Marée, ils ont pas mal de documents, hein, de photos, de cartes postales, de pas mal de trucs, et il m'avait dit vous avez qu'à prendre un bureau et puis voilà, la documentation elle est là dans ce coin, et puis après vous faites ce que vous voulez, vous faites des photos de photos, des photos de documents et tout ça. Donc c'est ce que j'avais fait, quoi. Je m'étais installé dans un coin, puis j'avais passé l'après-midi à prendre en photo toutes les vieilles cartes postales, tous les documents et tout ça. Et puis après, quand je suis revenu chez moi, j'ai mis tout ça en ordre. Et puis voilà, puis après, au fur et à mesure du récit, comme ça évolue dans le temps et que ça dure quasiment presque un siècle, comme les choses évoluent, le décor évolue, il y a des véhicules qui arrivent, il y a des bateaux qui changent et tout. Donc après ça, sur Internet, j'arrive à trouver des trucs. Sinon après, comme je viens régulièrement, au moins une fois dans l'année, j'en profite pour étoffer ma documentation. Puis voilà, puis après tout ce qui est technique, j'ai un ancien patron pêcheur qui habite à Douarnenez, qui a connu quasiment tout ça, enfin en tout cas à partir de la Seconde Guerre mondiale, et dès que j'ai un souci technique sur les bateaux ou sur des trucs comme ça, je l'appelle, il est trop content de me donner un coup de main et de m'aider. Et puis s'il n'a pas d'informations, il sait qui aller chercher pour répondre à ma question. Donc oui, il y a un gros travail documentaire à faire en amont, parce que d'abord, moi en bateau, en technique de bateau, j'y comprends rien. Et donc voilà, je ne voulais pas que quand les gens qui connaissent un peu le bateau, qui connaissent un peu la pêche ou qui connaissent un peu le coin, je voulais pas qu'en lisant le premier tome, en tout cas, qu'ils se disent bon, ça se voit qu'il n'est pas venu, ça se voit qu'il a rien compris, ça se voit qu'il a tout mélangé. Voilà, je voulais que ça soit nickel, quoi. Donc j'ai réussi à peu près. Après j'ai pris quelques libertés avec la réalité, mais c'était juste pour des raisons esthétiques ou graphiques ou des trucs de ce genre-là. Sinon après, oui, effectivement, il a fallu que je me documente pas mal. Après, dans tout ce qui est récit réaliste, contemporain, tout ça, il faut c'est pas spécifique à moi et à cette série. Hein. Quelqu'un qui dessine, je me rappelle Francis Vallès, quand il dessinait les maîtres de l'Orge, il me disait que pour avoir les outils de l'époque, il fallait des bouquins spécifiques avec des outils, des costumes, les voitures, les véhicules, les chevaux, les maisons, l'architecture et tout ça. Alors moi j'ai la chance effectivement que le port de Douarnenez, il n'a pas tellement changé, à part 2, 3 détails, il n'a pas changé énormément depuis cette époque-là. Donc du coup effectivement quand je viens, j'en profite pour étoffer mon dossier photo et prendre des photos sous tous les angles. Bon, après il me manque toujours, quand je reviens, je m'aperçois qu'il me manque toujours une photo d'un angle particulier que j'ai pas pris, que j'ai oublié, voilà. Mais après bon, comme je connais un peu de gens sur place, je leur demande d'aller me prendre une photo et de me l'envoyer. Ça c'est royal aujourd'hui avec Internet ou avec les portables. C'est royal, quoi. Dans la minute on a la photo qui nous manquait, quoi. Ça Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, c'est vrai que dans ce que tu viens de dire,
Tu dis qu'il fallait vraiment que ce soit dans l'ambiance de la Bretagne et tout ça. Et je crois que tu as reçu un prix, il me semble, en 2015 ou 2014, pour le deuxième tome, prix de la BD bretonne. Oui, alors, je me souviens plus parce que prix, j'en ai eu quelques-uns pour le chasseur d'écume. Oui, j'ai eu le prix du Télégramme pour Oui, Clarence Perron. c'est J'ai ça, eu ouais. Mm. le prix du meilleur premier tome par le magazine des BD. Oui, effectivement, j'ai eu le prix de la BD bretonne au Salon de Quimper en 2012. C'est en 2012, d'accord. Ouais, c'est Et- 2012 parce que c'était comme c'était en juin à l'époque, c'était ouais, pour le tome 1 qui était sorti en D'accord. octobre 2011, donc le tome 2 n'était pas sorti pour le tome 1. Donc l'objectif est atteint et justement je voulais te demander quelle était la part de, de fiction dans un récit historique et plus particulièrement dans cette série-là. Et justement aussi comment on réussit à tenir en haleine les lecteurs dans une saga historique parce que comme tu l'as dit, elle est quand même étalée sur un siècle. Donc c'est et ça remporte un certain succès parce que j'ai entendu des personnes dire qu'ils avaient lu et que ils avaient bien accroché. Et je voulais savoir justement comment le scénariste et comment toi tu arrives par ton dessin à tenir en haleine les lecteurs en fait sur 100 ans comme ça. Après, ben parce qu'en fait, c'est adapté d'un roman, hein. Donc grosso modo, on suit la trame du roman, puisqu'on a racheté les droits, donc autant se servir comme on leur donne un pourcentage de droits d'auteur, autant s'en servir. Donc on suit globalement la trame du bouquin, et puis on a rajouté, enfin François Desbois a rajouté des petits éléments, par exemple la Denise qui était la fiancée de l'ami d'enfance, puis la fiancée de Joss, le personnage principal, puis après qui est plus sa fiancée parce qu'il part à la guerre et quand il revient il s'est marié avec un autre, donc lui je crois qu'elle est partie, il se marie avec quelqu'un d'autre, enfin bon voilà, ça reste son amour de jeunesse. Ça c'est une anecdote qu'on a rajoutée par exemple par rapport au bouquin parce qu'on trouvait que ça rajoutait un peu d'humain quoi dans son quotidien à lui. Après tenir en haleine, c'est une question de dosage, je pense. Après c'est raconter tout simplement une histoire, hein, de gens ordinaires dans leur quotidien quasiment. Et puis après doser, il faut faire un dosage entre ça, entre la technique et leur métier, parce que le but c'est quand même de découvrir aussi leur métier, comment ils travaillaient à l'époque et tout ça. Et puis aussi d'explorer au fur et à mesure des époques, d'explorer des thématiques qui sont la révolte des Pensardines en 1900, je sais plus combien, 28 je crois. La Première Guerre mondiale en 14-18 avec des passages qui sont pas forcément connus de tout le monde, notamment le passage où il part il est sur un bateau, il se retrouve à Sébastopol, et alors que l'armistice est signé depuis pas mal de temps, en fait, on leur demande de rester en Russie pour combattre les bolcheviks. Et donc, alors eux, qui étaient des marins bretons, hein, qui étaient jamais sortis de chez eux, ils savaient déjà pas, limite, pourquoi ils faisaient la guerre contre les Allemands. Et là, on leur demandait de rester, alors que la guerre était terminée, de rester en Russie et de combattre les bolcheviks à la demande des Russes et du gouvernement français, quoi. Et donc ça, c'est des anecdotes qu'on ne connaît pas forcément. Après, il y a la Seconde Guerre mondiale, où c'est l'anecdote ça se passe à Merced Kébir, quand les Anglais coulent la flotte française, donc c'est pas forcément aussi un épisode qui est très connu. Donc ça, donc voilà, c'est une espèce de dosage entre tout ça, sans perdre de vue qu'effectivement, après, ce qui a peut-être aidé, c'est que Joss, le personnage principal, dès le tome 1, on le prend, il a 10 ans ou 12 ans, je crois. Et c'est un gamin, donc bon, je pense que les lecteurs se sont identifiés à ce personnage. Et après, ils ont partagé sa vie, quoi, au fur et à mesure. Il est devenu adolescent, puis il est devenu jeune homme, et puis il est devenu adulte, et puis il est devenu père à son tour, et puis voilà, puis grand-père, et puis voilà, il perd son père dans le tome 1,
bon, il y a Denise et sa fiancée, puis sa femme dans les tomes suivants. Et puis, voilà, c'est des trucs où c'est facile de s'identifier, quoi. Donc je pense que c'est un peu tout ça. Après je connais pas le secret, hein. Si je le connaissais, je l'appliquerais à chaque fois, mais je pense que voilà. Et puis il y a le côté un peu, je pense le côté un peu terroir, tout ça, comme on est en période qui est pas très rose et qui est un peu compliqué. On est en période de crise depuis pas mal de temps, donc je pense que les gens, ça les fait ça les fait relativiser, c'est-à-dire que voilà, des gens se plongent dans le passé où il y avait peut-être d'autres soucis, mais il n'y avait pas les soucis d'aujourd'hui. Et puis ils se disent, bon, c'est vrai qu'après tout, à l'époque, ouais, c'était compliqué, on se plaint, mais à l'époque, c'était encore plus dur pour eux parce qu'ils ne se levaient pas tous les jours, ils ne mangeaient pas tous les jours, ils se levaient à 5 heures du matin, et puis ils périssaient en mer, enfin voilà. Et puis il y a le côté, je pense qu'il y a le côté, la mer, ça fait rêver, quoi. Voilà. À partir du moment où il y a la mer dans un récit, il y a toujours eu de tout temps des récits sur la mer, que ce soit les pirates, les corsaires, les pêcheurs, enfin voilà, Moby Dick, pêcheurs d'Islande et tout ça, c'est des trucs, la mer, ça fait rêver, quoi. Donc après, voilà, c'est une espèce de mélange de tout ça, je pense. Effectivement, après, si je peux l'appliquer à chaque fois, je vais pas m'en priver, hein, mais malheureusement, quoi, on connaît pas personne ne connaît ni moi, ni l'éditeur, ni personne. Après, c'est le lectorat qui décide, hein, c'est le lecteur. Des fois, on se dit, un bouquin, tiens, il va marcher, et puis en fait, il marche pas comme on espérait. Et puis des fois, on se dit, bon, il va peut-être pas marcher, puis il marche en fait. Après, ça dépend des périodes où ça sort. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est une espèce de dosage habile entre ce personnage auquel on peut s'identifier, et puis voilà, les thématiques, le contexte social, le contexte historique, et puis la mer par-dessus tout ça. Je pense que voilà, ça fait que effectivement c'est une série qui a démarré très fort et qui continue à bien marcher, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est ça. Après je sais pas, je suis pas sûr, je suis sûr de rien, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça, quoi. Oui, je pense que tu as raison, parce que moi, à la lecture de ta série, j'ai pensé, moi, à la série télé Entre Terre et Mer, et j'ai aussi pensé à une autre série, Les Champs d'Olan, là, ça parle c'est une saga en Bretagne, mais au niveau, dans le domaine de la terre, le domaine agricole. Et le point commun, c'est que le réalisateur, c'est Hervé Bachelet, ou Ballet, je sais pas comment ça se dit, et qui est d'origine bretonne, je crois. Et en fait, je sais que c'était des séries qui avaient beaucoup marché. Et j'ai l'impression, enfin, je retrouve un peu cet esprit-là en fait dans cette saga. Oui, oui, effectivement, Entre Terre et Mer, ça a été adapté aussi en bande dessinée, hein, chez Soleil, justement. Et bon, ça n'a pas marché comme ils espéraient. Bon, après, il y a peut-être d'autres raisons, hein. Mais il y avait un côté, ouais, mais après, oui, c'est ça, c'est des récits qui sont, enfin, chez vous, vous avez pas mal de ça, hein, en littérature, des bouquins comme ça, qui sont des récits du terroir et qui se servent du décor, effectivement, de la Bretagne, pour raconter des histoires, des fois toutes simples, hein, ordinaires, de gens, comme ça. Et par contre, en se servant du décor que vous avez, quoi, qu'ils soient côtiers ou qu'ils soient un peu plus terriens, quoi. Après, il y a un autre élément qui est important. Après, c'est pas que ça, mais en Bretagne, enfin, moi, à chaque fois où j'y vais, je me rends compte que les gens lisent énormément, quoi, et de tout, en fait, des romans, des livres, des quotidiens, des BD, voilà, ils lisent énormément, alors que chez nous, c'est pas tellement le cas. À l'inverse, chez vous, voilà, il y a un gros potentiel lectorat, et des gens en plus qui sont intéressés, quoi, qui lisent parce que ça les intéresse et avec qui on peut avoir un partage, qui nous disent ouais, j'ai aimé parce que ceci, parce que cela, ou j'ai moins aimé ça parce que ceci, parce que ça. Et voilà, donc après effectivement, on ne vend pas essentiellement que sur la Bretagne, puisque bon, quand on arrive à 30 000 ventes, c'est partout, hein, parce que après j'ai fait d'autres librairies un peu partout en France, et je sais que ça marche aussi. Mais c'est vrai que faire un récit qui se passe en Bretagne, et du coup, comment
dire, à réussir à attraper des lecteurs bretons fidèles, parce qu'en plus ils sont fidèles, c'est pas négligeable par les temps qui courent, ça aide, je pense. Ça aide au démarrage en tout cas d'une série. Et à partir du moment où une série démarre bien, après pour un éditeur, c'est royal, quoi, parce que pour nous, par ricochet, parce que on peut travailler sereinement et avec un certain confort, ce qui est pas toujours le cas aujourd'hui dans les projets BD, hein, parce qu'il suffit qu'un tome 1 marche moyen ou pas du tout, et puis la série s'arrête. Donc là c'est pas le cas. Donc tant mieux, quoi. D'accord. Et une autre question en fait que je voulais te poser, puisque tu as travaillé un peu dans la fantasy et aussi un peu dans la science-fiction, je crois avec Star Blood, si ma mémoire est bonne, une série. Ouais, c'était des trucs, voilà, enfin, c'est pas des trucs, c'est pas que je regrette, hein, Ouais, mais c'était pas mon truc, quoi. Puis à l'époque, bon, je vais pas jeter la pierre, mais à l'époque, chez Soleil, il n'y avait pas d'éditeur vraiment ouais. qui cernait les projets, voilà, qui disait Hmm. non, ça risque de marcher, ça risque de pas Oui. marcher, Hmm. oriente-toi plutôt comme ça, ouais, voilà, il n'y avait pas un comité de lecture comme il peut y avoir chez Glénat aujourd'hui, enfin, voilà, moi j'ai présenté le projet là que je vais attaquer bientôt, je suis passé par l'étape comité de lecture, quoi. Si ça passe pas cette étape déjà, c'est bon. Donc voilà, donc à l'époque chez Soleil, effectivement, c'était sympathique, voilà, c'était un bordel sympathique, on va dire, pour parler vulgairement. D'accord. Mais après, voilà, après moi, il y a un moment où j'aime bien quand c'est carré, que chacun connaît son rôle, et voilà, qu'il y a un directeur éditorial, un directeur artistique, un attaché de presse, un juriste, enfin voilà. Et là, on travaille, on sait que, enfin voilà, moi en tout cas, ça me convient plus aujourd'hui de travailler comme ça. Alors, effectivement, le fait que la série marche bien, ça aide, hein, forcément. Mais n'empêche que je pense que j'en ai fait une autre qui a un peu moins bien marché, ça n'a pas empêché de travailler sérieusement et de façon carrée. Ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Donc la SF, non, c'était pas forcément ma tasse de thé, c'est comme les rues fantasy. À partir du moment, moi j'aime bien me servir de support existant et de faire évoluer des personnages dans des décors, et j'aime bien le travail justement de recherche de documentation. C'est un des c'est un des aspects de mon travail qui me plaît. Donc, quand on fait de la SF ou des rock fantasy, il n'y a pas de recherche puisque par principe, ce sont des univers qui n'existent pas. Donc, c'est des trucs à inventer. Voilà. Et moi, comme j'ai pas un imaginaire très très puissant, voilà, il faut que je m'appuie sur des trucs existants. Donc, pour ça, ça me convenait parfaitement. Voilà, de faire des récits, chasseurs de. Et justement, vous travaillez actuellement sur un projet. Quel est ce projet en fait sur lequel tu travailles? Parce que là, du coup, alors moi j'ai toujours une longueur d'avance, mais effectivement, je suis sur la fin du tome 8, là, donc qui sera le dernier, hein, déjà sur les coups. Et donc après, il me fallait deux projets, voilà, parce que moi je fais deux albums dans l'année, donc un projet que je vais faire seul, c'est-à-dire où je vais faire scénario des 5 couleurs, qui est adapté aussi d'un bouquin. Je peux pas dire pour l'instant parce qu'en fait l'éditeur du bouquin on est tombé d'accord sur le rachat de droits, sur les modalités, mais ils n'ont pas encore signé le contrat, donc du coup moi je peux pas signer le mien, donc eux n'ont pas signé le leur avec Glénat, donc c'est pour ça que je peux pas dire de quoi il s'agit, mais globalement c'est une adaptation d'un roman, c'est une histoire encore de bateau et de mer. Alors après, je sais pas, peut-être parce que je suis signe d'eau, moi je suis poisson, hein, donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien des récits qui se passent un peu maritimes, quoi, avec des bateaux, la mer et tout ça. Puis je suis né à Toulon, donc au bord de la mer aussi, donc voilà, tout ça, ça fait que voilà. Et puis après j'en ai un deuxième pour remplacer sur mon planning, effectivement, pour remplacer les chasseurs d'écume, qui sera un peu dans la même veine en fait, qui sera aussi une adaptation de un roman qui se passe en Bretagne, et qui est aussi une saga sur voilà, et ça se passera alors ça sera un peu plus large en fait, le rayon d'action, ça ira du Finistère au nord presque jusqu'au Morbihan, quoi.
Glénat pour que ça passe au comité de lecture et savoir si eux estiment que c'est un projet qui peut fonctionner. Ce que je pense, mais bon. Après, il y a obligation de passer par le comité de lecture. Donc voilà. Mais après, voilà, effectivement, au niveau confort de travail, comme je me sens bien chez Glénat et que bon, maintenant j'ai mes habitudes, je sais comment il réagit, je sais comment on bosse, j'ai un éditeur que j'aime beaucoup et qui fait très bien son boulot, donc en priorité j'ai proposé des projets à eux, et enfin, en tout cas celui que je vais faire en premier, et comme ils l'ont accepté, voilà, je leur donne la priorité. Et puis en plus, je pense que c'est le genre de récit qui savent, comme les chasseurs d'écumes, hein, c'est le genre de récit qui savent vendre, parce que ça fait partie de leur fond de commerce, hein, les sagas familiales, industrielles et tout ça. Donc effectivement, il y a cet aspect aussi des boulots qu'il faut prendre en compte, parce que c'est un peu comme si je faisais de la télé par exemple et que demain j'ai un projet d'émission littéraire ou culturelle. Je sais que j'aurais pas proposé ça à TF1, j'aurais le proposé chez Arte, quoi. Et à l'inverse, si j'avais un projet de jeu un peu débile, on n'en est pas querette, j'irais pas le proposer chez Arte, j'irais le proposer chez TF1. Donc après, il faut se caler il faut se proposer les projets chez l'éditeur, chez qui on a la chance que notre projet soit le mieux accompagné possible, quoi. Et du coup le mieux vendu possible. Parce que après la seule vérité, après c'est les ventes, il n'y a pas à chier, quoi. On a beau faire des beaux albums, des trucs chiadés où on a passé du temps, si on en vend à 1500 au tome 1, il y a peu de chances qu'on aille au bout. Donc voilà, il faut étudier tout ça, et puis voilà, après nous on a la chance de ne pas être mariés avec des éditeurs, hein. Moi demain si j'ai envie d'aller ailleurs, je vais ailleurs, il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, si on m'accepte ailleurs, après mais on n'est pas des salariés, on n'est pas mariés avec l'éditeur, donc voilà, il faut profiter de ça et faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté, parce qu'à l'arrivée, quand un album ne marche pas, l'éditeur est perdant financièrement, mais nous on est perdant encore plus, quoi, parce qu'on a grillé une cartouche et parce que ça se sait et qu'il n'y a pas 3000 éditeurs, 3000 gros éditeurs, je parle, pour présenter les projets, hein. Il y a Glénat, il y a Dargaud, il y a Lombard, il y a Dupuis, et il y a des cours soleil, quoi. Et éventuellement Bambou, selon ce qu'on fait. Mais voilà, après, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, après il reste les petits, quoi. Et après les petits, les avances de droit et la machine qu'il peut y avoir derrière, c'est pas la même, quoi. Donc voilà, là je sais que Glénat, ils ont des commerciaux, ils ont la com, ils ont un directeur artistique qui est au top, enfin voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté, quoi. Et j'avais deux autres questions à te poser. La première, en fait, j'ai lu dans ta biographie que tu es autodidacte, c'est-à-dire que tu n'as pas fait d'études de dessin, tu n'as pas fait les beaux-arts, les arts appliqués, tu t'es formé tout seul, tu as appris sur le tas. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans la mise en, enfin, au niveau du dessin, au niveau de la mise en page, au niveau de la création graphique? Est-ce que c'est un frein ou... Ouais, du fait d'être autodidacte. Oui, voilà. Est-ce que c'est un frein ou un avantage pour toi? Non, ça serait plutôt un frein parce que moi quand j'ai débuté, enfin moi quand je regarde le premier album que j'ai fait, je peux pas le regarder, hein. C'est plein de défauts et graphiques et narratifs. Je connaissais pas les codes à appliquer, enfin voilà, c'était catastrophique, hein. Alors que si j'avais fait par exemple une école de BD ou des stages de BD ou des trucs comme ça, on m'aurait appris tout ça. Après moi j'ai appris sur le tas. Bon, j'ai eu la chance qu'à l'époque chez Soleil, même si c'était des qui marchaient pas, c'est chiant, ces mecs qui me font chier toute la journée pour me fourguer des merdes. Et oui, chez Soleil, voilà, même si c'était des albums qui marchaient pas, ils m'ont proposé quand même des projets, ce qui m'a permis d'avancer et de travailler avec des gens qui eux m'ont appris des trucs, quoi. Notamment Eric Sommer, qui était un réalisateur de télévision et de cinéma, avec qui j'ai fait 3 albums et qui en 3 albums m'a plus appris que ce que j'aurais pu apprendre en 3 ans d'école de BD, par exemple.
parce qu'il m'a expliqué les codes, les règles, les cadrages, les plans et tout ça. Les trucs que je savais, certains je les connaissais et il y en a certains que je ne les connaissais pas. Donc oui, effectivement, après c'est du travail, hein. Après il faut toujours apprendre. C'est un métier où on ne peut pas se permettre de stagner, de se dire bon ça y est, là je suis arrivé, c'est bon, je vends 30 000 bouquins, c'est pas la peine de m'emmerder plus quoi. Vu que ça marche, on va rester là. Non, il faut toujours essayer de travailler et de progresser et d'apprendre. Alors on a la chance que bon, c'est un petit milieu, la bande dessinée, on se connaît quasiment tous. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup, on partage beaucoup et on transmet beaucoup d'informations sur les méthodes de travail, sur le matériel, sur les façons de travailler, sur la technique, sur les règles, sur les codes, sur tout ça. Donc on apprend tous les jours. Moi j'apprends effectivement. Et j'apprends aux autres aussi, puisque maintenant je connais un peu, j'ai plus de 20 ans de métier, donc je peux me permettre aussi de faire profiter aux autres, aux jeunes auteurs de mes connaissances, de ce que j'ai appris pendant ces 20 ans. Mais j'apprends toujours, oui, j'apprends toujours, et j'essaie toujours de travailler, d'essayer de me tirer vers le haut, quoi, d'essayer de sortir de ma zone de confort et puis voilà, le projet que je vais attaquer là dans quelques jours, par exemple c'est un projet où je fais scénario dessin couleur. C'est-à-dire que jusqu'à présent je me contentais de mettre en scène en noir et blanc un scénario d'un autre et qui était mis en couleur par un autre. Et puis là, ben voilà, on m'a soumis l'idée, on m'a soufflé l'idée effectivement d'adapter le bouquin tout seul et de mettre en couleur mes dessins tout seul. Donc effectivement, j'ai fait des essais, effectivement, ça convient à tout le monde. Donc voilà, c'est une étape aussi, c'est encore une étape je vais essayer de franchir, quoi. Mais c'est sortir de sa zone de confort, parce que je ne sais pas ce que ça va donner sur la durée, de travailler différemment. Moi, ça fait 20 ans que je fais du dessin en noir et blanc, des planches en noir et blanc, et là je vais m'atteler à des planches en couleur. Et puis des planches où j'aurais fait les dialogues, le scénario, le découpage et tout ça. Donc effectivement, je pars un peu dans l'inconnu, quoi. Pas tout à fait dans l'inconnu, parce que ça fait longtemps que je travaille dessus et que le découpage est quasiment tout fait, les dialogues aussi. Mais après, voilà, une fois sur le terrain, on va dire, entre guillemets, il va falloir assumer le fait d'avoir changé ça. Donc ouais, on apprend tout le temps. Mais après chez nous, il n'y a pas de règles, hein. Il y a des gens qui ont fait des beaux-arts, il y a des gens qui ont fait des écoles de BD, il y a des gens qui ont fait qui ont notre métier, hein. Il y a des dessinateurs qui ont notre métier à côté. Voilà, donc il n'y a pas de règle. Un éditeur, il s'en fout de ça. C'est des rares milieux où on ne demande pas un diplôme. Voilà, on arrive, on montre ce qu'on sait faire, et si ça se vend, ben, voilà, et même si avant on était cantonnier ou croque-mort, ben, ça le fait, quoi. Hein, c'est l'avantage. Le seul truc, c'est qu'il faut que faire des albums qui se vendent. Voilà, parce que c'est quand même la finalité en bout de chaîne, hein, que les albums se vendent pour que tout le monde gagne de l'argent. Donc voilà, après, c'est le seul truc, quoi. Mais après, les diplômes, on s'en fout. Les formations, s'il y a des formations, si on a été formé avant, c'est mieux. Si on n'a pas été, voilà, ça prend peut-être un peu plus de temps, hein, mais on y arrive. Hein, après, ça demande pas mal de boulot. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est le prix de. On a un métier où on est relativement libre quand même, où on est chez soi, on gère son temps comme on veut, on est payé à faire des petits dessins quand même. Hein. Moi, quand j'avais 12 ans, si on m'avait dit que plus tard on me donnerait des sous tous les mois pour dessiner, j'aurais dit, je signe de suite. Hein. Mais après, ça a un prix, quoi, effectivement. Ça a un prix, hein. C'est beaucoup de travail, parfois c'est des soirées qui sont grillées, et parfois c'est des week-ends, enfin voilà. Donc, quand je viens en dédicace, comme l'autre fois à Brest, voilà, c'est 3 jours où j'ai dédicace. Alors c'est agréable, hein, mais c'est 3 jours où je suis pas chez moi à me détendre encore. Voilà, et ça dans l'année, ça se produit entre 15 et 20 fois, quoi. Donc c'est quasi la moitié c'est quasi un week-end ou 2 week-ends par mois. Donc voilà. Mais après, voilà, après, je me plains pas, hein, c'est juste des règles. Voilà, c'est un prix, c'est le prix de la liberté, quoi. Et la deuxième question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a un auteur actuellement de bande dessinée qui te captive, qui t'impressionne, ou même qui t'influence, comme tu es autodidacte, peut-être qu'il y a des auteurs autrefois qui t'a... Ouais, les influences, c'est fini, c'était au début,
ça où effectivement j'ai pu être influencé par des gens. Après, il y a des gens où effectivement dont j'admire le travail, et dont tout le monde admire le travail, comme Herman par exemple. Et puis après, il y a des gens qui déboulent comme ça, là, des auteurs que je connais pas, et puis qui déboulent. Là, cet après-midi, par exemple, j'ai vu les premiers dessins de l'adaptation de Marius, Fanny César, aux éditions Grand Angle. Ils adaptent toute l'œuvre de Marcel Pagnol. Et là, j'ai vu cet après-midi les premiers dessins, les premières cases de Marius. Je trouve ça hallucinant, quoi. C'est un gars qui a fait un truc d'ailleurs qui se passe en Bretagne. Je crois qu'il est breton d'ailleurs. Qui a fait un truc chez Grand Angle, la Lille a quelque chose, je ne me rappelle plus, un truc dans ce genre-là. Et comme quoi, hein, donc lui il est breton et il va dessiner un récit purement 100% méridional, et moi je suis méridional et je dessine des récits qui se passent en Bretagne. Donc, mais voilà, après de temps en temps il y a des auteurs comme ça, mais après ouais, Herman ça reste pour moi le plus on va dire l'exemple à suivre, parce qu'il s'est toujours remis en question, parce qu'il a toujours progressé, parce que il a toujours essayé d'aller de l'avant, il n'est jamais resté sur ses acquis. Enfin, voilà, il a défriché des terrains qui lui n'étaient pas connus. Enfin, voilà. Et puis en plus il est doué. Bon, le seul truc c'est qu'il a un caractère de cochon. On n'est pas parfait. D'accord. Pas remarqué, Non, mais on ne le marquera pas, mais effectivement, c'est un dessinateur très impressionnant, parce qu'il a quand même il a été primé, son œuvre a été primée à Angoulême, je crois, dernièrement. Oui, Il y a 2-3 ans. ça, c'est le Donc dernier c'est comme d'Angoulême. Et puis à l'âge qu'il a, il pourrait se dire bon, je prends ma retraite et tout. Non, il continue à faire entre 1 et 2 albums par an, quoi. Ça veut dire que la passion elle est restée intacte, quoi. Et après, dans ce métier, il faut que la passion, ça demeure le moteur, quoi. Le jour où il n'y a plus la passion, c'est plus possible. Parce que ça a beau être un travail, ça reste un boulot où il faut gagner des sous, il faut payer ses factures et tout, mais enfin, on ne peut pas faire ça en se disant bon, je fais ça, des travails de commande, et le soir à 6h j'arrête, et puis jusqu'au lendemain j'oublie, quoi. Non, c'est pas comme ça, quoi. On y pense tout le temps, quoi. On pense tout le temps, même quand on arrête, on est devant la télé, on y pense, quoi. On pense tout le temps à tel ou tel truc, à telle scène, à tel dialogue, à telle case dont on n'est pas content, qu'on va refaire le lendemain. Voilà, et vu que nos ateliers en général, en règle générale, sont à la maison, ben voilà, moi je passe souvent devant mon bureau, même le soir, ou quand je suis en vacances, ou le week-end, en me disant, mais tiens, ça, lundi, il faudrait que je change, ça, il faut que je refasse, tiens, je note un truc que j'avais oublié, voilà. Donc voilà. Ok, bah écoute, on a fait un peu rapidement le tour de ton œuvre, mais bon ben je pense que... Ouais, rapidement, 3 quarts d'heure quand même. Ouais, 3 quarts d'heure, parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Ouais. Et je te repasse Franck, et surtout je te remercie d'avoir pris un peu de ton temps. Il n'y a Pour... pas de souci. Et merci aussi pour la dédicace que tu as faite, qui était vraiment sympa, très sympa. Il n'y a pas de quoi. Voilà, je te repasse Franck, à bientôt. Salut. Ok, à bientôt. Ouais. Ok, ouais, bah c'est super. On a effectivement largement matière de quoi s'occuper pour un petit bout de temps à retraduire. C'est super, c'est impeccable. Hein. Tu me préviens quand c'est à nous. Ouais, bah écoute, sans faute, il y a peut-être une toute petite question, mais réponse rapide, je te rassure, je ne veux pas davantage te retarder. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le monde éditorial de la bande dessinée? Alors c'est devenu un peu plus compliqué quand j'ai débuté, par exemple. Moi j'ai débuté il y a 25, en 95, donc en 2018, 23 ans. Ouais, c'est compliqué quand même parce que c'est la crise, parce que dans la hiérarchie des loisirs, c'est en premier les jeux vidéo, en deuxième les DVD, et encore en troisième les bouquins, et puis la BD ça passe en dernier, quoi. Donc on a la chance qu'on est en France et qu'il y a un noyau de lecteurs, effectivement, c'est un truc franco-belge la BD, donc on a des lecteurs, effectivement, des inconditionnels qui achètent et qui achètent quand c'est voilà, on a la chance d'avoir des lecteurs qui nous permettent de vivre de notre passion,
et plus ou moins de confort. Enfin, moi, dans mon cas, moi, c'est avec pas mal de confort. Après, moi, par rapport à quand j'ai débuté, curieusement, aujourd'hui, alors que les ventes moyennes d'un tome 1, aujourd'hui, c'est quand même 1500, hein, c'est pas énorme. En moyenne, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui se vendent à 800, et puis il y en a qui se vendent à 3000. Mais 1500, c'est pour un éditeur, c'est pas rentable, et pour un auteur non plus. Donc, effectivement, quand on vend 30 000 de titres, on est plutôt content. Mais curieusement, j'ai jamais eu autant de boulot, en fait, ou de demandes de boulot, que depuis que je suis passé, comme je disais à ton collègue, des univers imaginaires et heroic fantasy et SF à des univers plus contemporains et plus réalistes. Parce que comme on n'est pas des masses, en fait, à dessiner les voitures, les immeubles, les rues, les gens, voilà, les trucs de la vie, quoi. Donc forcément, dès qu'il y a un projet, un éditeur, il pense à nous, quoi. Et donc du coup, la chance, c'est que j'ai l'embarras du choix, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de choisir mes projets, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc je choisis mes projets et je choisis en fonction de ce qui me plaît. Ce qui n'est pas le cas non plus de tout le monde. Après c'est compliqué. Alors il arrive de temps en temps, il arrive des jeunes auteurs là qui sont techniquement, au top, quoi. Ils sont, c'est effrayant, quoi, comme ils sont au point. Après c'est sur la durée, quoi. Moi je suis plutôt du genre tortue, quoi, à ce niveau-là, un peu diesel, quoi. C'est-à-dire que je privilégie la longueur plutôt que la rapidité, quoi. Enfin, même si je suis un auteur rapide, hein, mais c'est pas ce que je veux dire, mais après ça m'intéresse pas de faire une grosse vente là, du coup demain de vendre 100 000 exemplaires et puis demain de me casser la gueule avec un bouquin à 1000 exemplaires, quoi. Et puis après de me griller parce que effectivement je serai l'auteur de cette série, quoi. Mais ouais, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué, quoi. Les jeunes auteurs qui arrivent, qui déboulent avec un tome 1, ouais, c'est compliqué à le caser, hein, parce qu'un éditeur, un tome 1 là, qui marche à 1000 ou 1500 exemplaires, il va pas le regarder pareil, quoi. Il va lui mettre la pression, qui va être une pression négative, forcément, en lui disant attention, on fait le 2, mais si le 2 il marche pas plus, on arrête. Donc forcément, on travaille pas pareil. On travaille pas pareil que quand on en vend, par exemple, moi je prends l'exemple des chasseurs d'écume, hein, le premier tome 1, il a été imprimé à 16 000 en octobre, il est sorti en octobre, en janvier, réimprimé. Donc il y en a quasiment 10 000 qui sont partis en 2 mois, ou en 1 mois et demi. Donc forcément, un éditeur, il m'a pas dit attention, si le deuxième marche pas, on arrête. Il m'a dit prévois du temps pour la suite, parce que comme ça marche bien, voilà. Et donc du coup, la façon de travailler, c'est pas du tout la même, quoi. C'est une pression, mais qui est une pression positive, pas une pression négative. Après, voilà, aujourd'hui, moi je trouve qu'en BD, par rapport à, même quand j'ai commencé, hein, je trouve que c'est vachement plus riche, quoi, qu'il y a de tout, on parle de tout, alors qu'il y a quelques années, c'était que pour la BD, c'était que pour les enfants, hein. On appelait ça les illustrés, là. Enfin, je parle il y a quelques années quand même, j'étais pas né. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des récits très pointus, avec des scénaristes qui font pas n'importe quoi. Il y a des romans graphiques, il y a des mangas qui racontent des trucs différents dans un autre format, avec une autre forme de lecture, une autre culture et tout ça. Donc moi je trouve que c'est ça m'arrive, hein, d'acheter des albums des fois, parce que effectivement c'est des trucs qui sortent un peu du truc classique, la série, toc toc, à suivre, tac tac, ou alors les indépendants. Mais ouais, il y a de tout, quoi. Je trouve que c'est vachement riche, quoi. Voilà. Je trouve que la portée de la bande dessinée, elle est encore un peu sous-estimée quand même, y compris dans les médias. Parce que voilà, moi je me rappelle le Triangle Secret, quand j'ai lu le Triangle Secret, j'ai lu un album tous les soirs, hein, il y avait 7 ou 8 tomes, je crois, donc pendant une semaine. Et j'ai trouvé que le truc était vraiment costaud, quoi. Et scénaristiquement, et au niveau de l'intrigue, et tout ça, c'était vachement bien posé, quoi. Et c'est plus les trucs, c'est plus Pile Gadget avec les bandes, les strips,
qui était bien aussi, mais qui était pas du même niveau, quoi. Hein, c'est un peu, voilà, et je trouve qu'il y a tout aujourd'hui, il y a un peu de tout, on parle de tout en plus. Il y a des trucs d'actualité, il y a des romans graphiques, il y a des adaptations, il y a des biographies, il y a des trucs engagés, des romans engagés. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt bien, moi. Après, effectivement, le marché est compliqué, mais tous les marchés sont compliqués aujourd'hui. Je préfère faire de la BD que de la musique, moi, aujourd'hui. Par exemple. La musique, c'est devenu plus compliqué que la BD. Hein. Aujourd'hui, les bons musiciens, ils n'arrivent pas à gagner leur vie avec. Voilà, c'est téléchargé, ça tire l'arigot, ça vend pas pareil. Voilà. Mais après, tous les marchés sont compliqués, donc oui, effectivement, le marché est compliqué, mais je me retrouve en compte, moi, parce que c'est un milieu voilà, où globalement, à 99,9%, c'est que des gens, voilà, que des gens bien, hein, voilà, on se connaît quasiment tous. Moi, je connais beaucoup de libraires, j'ai toujours plaisir à venir chez eux, ou dans les salons, ou à parler de boulot, ou à parler d'autres choses. J'ai des amis dans la BD, voilà, je trouve que c'est un milieu qui est plutôt sain, quoi.